Bonsoir à tous. Ça pose pas. Alors, un peu comme précédemment, j'ai pas grandi à Marseille, mais je m'y suis installée. J'ai grandi au Maroc et mes parents, mon père était professeur d'histoire géo, spécialiste de l'islam. Et à ce titre, on a parcouru tous les pays liés à cette civilisation. Et j'ai beaucoup vécu dans des lieux, même dans l'Atlas. Jusqu'au bac, j'ai grandi dans ces univers-là. Et je pense que cette lumière, cette particularité, cette façon de vivre m'a profondément marquée. J'ai vécu dans des lieux où finalement on vivait autour de cours, autour de patios, dans des espaces qui étaient clos par rapport à l'extérieur, très fermés, et la vie se passait à l'intérieur. On vivait aussi de terrasse en terrasse. Et ça, l'architecture européenne ensuite, qui a construit dans ces pays-là, a continué à reproduire ces thèmes, ces thématiques, avec évidemment le rapport à une nature très puissante et comment à chaque fois l'homme s'y est adapté. Et ceci vraiment a marqué toute mon enfance et a beaucoup compté pour moi. Nous avons parcouru énormément, nous avons fait énormément de voyages tout le temps, tout au fil de mon enfance, avec toujours ce rapport à cette intériorité, à ce mystère, à cette vie à l'intérieur de ces cités, qui est quelque chose qui me poursuit encore à l'heure actuelle, cette part de mystère, de ne pas tout montrer, de ne pas tout dévoiler. Et ça a été, et ça reste quelque chose d'important dans mon travail. Alors, je me suis installée à Marseille, j'ai installé mon agence au Corbusier pendant quelques années, donc il y a un lien. Et Marseille, évidemment, c'était un prolongement naturel. On peut penser qu'il fallait aller à Paris, comme beaucoup d'entre nous, mais j'ai choisi quand même de rester en Méditerranée, de rester face à cette particularité qui est d'avoir d'être en balcon sur l'horizon. Et ce rapport à l'horizon, ce rapport à l'au-delà, ce rapport à finalement un infini, est quelque chose qui compte dans ma vie, dans mon parcours. Et cette mise en scène du paysage a été radical, enfin extrêmement important pour la suite de mes recherches. Alors Marseille, c'est comme en Méditerranée, la violence des éléments, la violence du climat, la violence de la lumière. Lorsqu'il pleut, eh bien, on a vu les conséquences, ce sont des pluies diluviennes, la roche est apparente, le vent est extrêmement violent, et finalement on se rend compte que ça pourrait être la douceur de vivre, mais c'est aussi comment se protéger de cette violence-là. Et tout l'habitat des hommes, comme partout en Méditerranée, c'est faire avec la topographie et faire avec ce climat. Et ce travail-là, ce rapport-là, on le retrouve dans la nature, évidemment, où les plantes se recroquevillent sur elles-mêmes, comme l'architecture. Les essences se resserrent, se rétractent, et vous voyez, les végétaux sont d'une couleur monochrome souvent. Il n'y a pas de couleur très puissante en Méditerranée. Les plantes sont très odorantes, sont très peu colorées, ce sont des bleutés étouffés, contrairement aux pays du Nord où les tulipes, par exemple, sont jaunes, rouges, des couleurs éclatantes. Là, ce sont des couleurs contenues, étouffées. Les essences, pareil, la plante se recroqueville pour pouvoir affronter ce climat, la violence de la chaleur. Et cette question d'intériorité m'a toujours accompagnée. Alors, un autre sujet qui a été important, qui m'a marqué profondément dans ma jeunesse, c'est mes parents comment je reviens en arrière, on a une maison dans le Var et on avait des amis de mes parents qui sont décédés. Alors c'est pas une période terrible, mais il y a eu des énormes inondations dans le Var dans ces années-là, il y a très longtemps, il y a 30 ans de ça, je crois, même plus. Et ces personnes ont disparu dans une crue qui a emporté leur voiture. Et ça m'a marqué définitivement pour tout le reste de mon histoire. J'ai été vraiment marquée et je me suis dit, quoi que je fasse, eh bien, finalement, ce drame m'a accompagnée et je vois que dans mon travail, quoi que je fasse, eh bien, je pense à ça. Sur tous mes projets, je me dis comment éviter ça,
comment essayer de libérer le plus de sol naturel pour absorber les eaux, comment essayer de régler cette question et comment nous, architectes, on peut essayer d'y répondre alors qu'on sait que forcément, quand on va intervenir, on va minéraliser. Et dans toutes mes recherches, eh bien, j'ai toujours travaillé sur ce sujet-là. Les inspirations, ce que j'appelle inspiration, évidemment, c'est plutôt des artistes du Sud. Là, Chilida, par exemple, qui raconte ce dont j'ai parlé jusqu'alors, c'est ce rapport à la masse, à la matière, à comment d'éléments massifs, lourds, puissants, eh bien, l'homme, en travaillant cette matière, peut la rendre belle, désirable, lumineuse. Et finalement, c'est ce rapport entre la masse, la rugosité et la main de l'homme qui intervient et qui la rend belle, lumineuse et transparente. Là, c'est mon école à Casablanca. Jean-François Zévaco, un architecte que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui a été un architecte remarquable, qui a travaillé, qui a fait sa carrière au Maroc, mais qui, alors c'était mon école, vous voyez ce travail des années, ça devait être les années 60, 50, quand il a construit cette école, et il raconte cela, on ne voit rien, pourtant toute la vie des études des écoliers se trouve à l'extérieur, on vivait dehors. Et ce rapport à l'extérieur, de vivre ensemble, de se croiser dans les espaces extérieurs, dans les cours de récréation, dans ces jardins luxuriants, a été important. C'était un architecte qui a su prendre cas de la vie locale, de s'adapter au lieu, tout en appartenant au mouvement moderne. Il faisait partie de ce mouvement moderne, des Corbusiens au départ, mais il a su vraiment prendre cas de la manière du vie local, de la ville indigène, de comment on arrive à vivre ensemble à plat, en dégageant des espaces extérieurs, des jardins remarquables. Alors, autre sujet, pour toi ça a été la musique, pour moi ça a été la danse. J'ai fait énormément de danse classique d'abord, très longtemps. Et je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que je continue là-dedans ? Et j'y participe d'une autre manière parce que je travaille beaucoup, je suis très investie dans le Festival de danse de Marseille, dans différents festivals avec des chorégraphes. Quand j'inaugure des bâtiments, j'invite des chorégraphes à venir intervenir sur l'espace. Je pense qu'on a un vrai lien dans le regard sur l'espace, sur les 3 dimensions, sur la pesanteur aussi, sur le travail, sur le poids, le corps finalement, comment on la défie et comment aussi on est soumis à cette attraction. Et il y a aussi un autre sujet. Alors justement, il y a la semaine dernière pour les 150 ans du Palais Garnier, ça a été le boléro de Ravel qui a été représenté. Mais ce boléro raconte quelque chose que d'autres architectes racontent aussi par rapport à la question du rythme, tu l'as dit aussi, la question du rythme, de la répétition, qui à un moment donné, là c'est Louise Kahn, Glenn Gould parlait des interprétations des sonates de Bach ou du boléro de Ravel, il disait il n'y a ni commencement, ni fin, ni véritable tension, ni véritable résolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pas, le rythme, crée une forme d'abstraction. Il n'y a plus d'entrée, plus de sortie. Et ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup, qui m'accompagne dans mon travail. Ne pas finalement créer des circuits différents, des points de vue différents, sans hiérarchie entre eux. Et c'est un peu ce que raconte ce projet, c'est l'abstraction évidemment, l'horizon, ce dont je parlais tout à l'heure, la mise en scène de l'horizon, mais aussi le jeu du rythme qui fait qu'à un moment donné, on n'est ni au début, ni à la fin du projet, on est dans le projet et on le traverse de part en part. Un autre sujet qui m'a beaucoup accompagnée, c'est cet écrit de Tanizaki Junichiro, L'éloge de l'ombre, où là c'est l'inverse. Finalement, c'est l'inverse de ce que je vis moi en Méditerranée, mais qui nous attire aussi. C'est le rapport à l'ombre dans des civilisations, enfin au Japon en particulier,
Pour ceux qui ont lu ce livre, il raconte combien l'ombre est importante quand nous, dans nos civilisations, la lumière est importante. Et tout concourt à comment mettre en scène cette ombre qui est l'élément le plus luxueux pour eux. Plus dans un bâtiment, plus on va vers l'ombre, plus il est précieux, plus il est le lieu de l'intimité et le lieu inaccessible. D'où ces mobiliers qui sont traités à la feuille d'or parce qu'ils sont dans des zones extrêmement sombres et qui viennent refléter la lumière, qui viennent à peine la capter et qui donnent une vraie délicatesse à l'espace. Et je trouve que ce travail-là est l'inverse d'une autre, mais quelque part, il répond aussi parce que ce que tu disais sur la question, enfin pas vraiment, mais la question des réglementations, c'est pas vraiment ce que tu as avancé, mais c'est un peu ça aussi, c'est que les règles, on a tendance à finalement rendre tout aseptisé et tout au même niveau. Et même pour la lumière, on nous demande des niveaux de calibrage de la lumière qui font que tous ces rapports entre ombre et lumière disparaissent un peu alors que l'un met en scène l'autre. Et c'est un peu ce que je raconte là. Alors là, ensuite, j'ai suivi mes études. Mon directeur de thèse était Christian de Villers, donc aussi, quelque part, j'ai fait mes études à Marseille, mais avec cet enseignement de ces architectes, de ce même groupe Uno. Et il m'a mené en Inde. On est allé voir évidemment Corbu, mais ce qui m'a beaucoup aussi impressionné, c'est ce rapport justement entre ombre et lumière. Pour arriver au Taj Mahal, on passe dans des lieux extrêmement chauds, lumineux, foisonnants, sous la poussière, et on a des dédales, on ne voit pas l'arrivée jusqu'au Taj Mahal, on passe dans des petites ruelles, on ne sait pas où il se trouve, et puis brusquement, on se trouve sous ce porche-là, dans l'ombre. On a eu cette lumière extrêmement violente qui nous a éblouis, et on se retrouve à l'ombre, dans un lieu frais, et là, on s'arrête. Et c'est ce jeu de rétine qui me paraît toujours très intéressant dans notre travail, c'est qu'on se retrouve dans une zone agréable où forcément on s'arrête, la rétine se réadapte et évidemment, dans l'ombre, le bâtiment apparaît d'autant plus blanc. Et ces rapports-là aussi racontent tout ce que les architectes recherchent avec, de la même manière ici dans les jardins chinois, où là, eh bien, c'est et l'ombre et la lumière, mais c'est aussi l'idée du jardin clos et du jardin, ce qu'ils appellent, et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, c'est quand on a peu de place. Là, c'est à Suzhou, dans les jardins de Suzhou, où les surfaces, les parcelles étaient très petites. Et les propriétaires de ces parcelles, pour donner l'illusion d'avoir un jardin beaucoup plus grand, eh bien finalement empruntaient les vues au jardin voisin qui ne leur appartient pas. Et c'est ce qu'on appelle la vue empruntée, c'est-à-dire qu'on va chercher au-delà de notre limite un paysage qui ne nous appartient pas. Ça peut être un paysage lointain ou proche. Et c'est quelque chose qui sont des artifices, mais qui sont des éléments qui peuvent nous intéresser, nous, architectes. Un autre sujet, toujours en Inde, là, qui aussi m'accompagne dans mon travail, c'est la Fatehpur Sikri, une cité du XVIIe siècle, aussi en Inde, pas très loin du Taj Mahal, qui est construite dans un seul matériau, un grès rouge, et tout est construit dans le même matériau. Les meubles, les portes, les menuiseries, le sol, les murs, tout, absolument. Il n'y a pas d'autre matériau que ce grès rouge. Tout est sculpté dedans, les tables, les sièges. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait fascinée, qui m'a scotché quand j'ai visité 2 fois ce lieu, cette ville, cette cité, qui a été très vite abandonnée d'ailleurs. Elle a été très peu utilisée. Et c'est quelque chose qui donne une forme de paix, de sérénité. On baigne dans une seule matière et finalement, c'est plus que la lumière qui sculpte cette matière. C'est le dernier. Alors, je ne sais pas si ça fait 20 minutes, peut-être c'était trop court. C'est la dernière image que je vous montre, qui est aussi en Méditerranée, mais qui raconte comment on s'adapte. Et ça aussi, dans mon travail, je n'ai jamais voulu m'imposer à un site, mais j'ai toujours voulu
m'y adapter, faire avec sa puissance ou sa fragilité ou sa faiblesse. Et là, il en devient le prolongement du site. Et quelque part, il l'économise aussi. Quelque part, il va s'installer là où il n'y a pas de végétation, là où il économisera le plus le sol et il en devient le prolongement. Et c'est la dernière image que j'ai proposée. Il est 13, on va jusqu'à 23, parce qu'on a 10 minutes. Oui. J'aimerais que tu me dises quel enfant tu as été. Parce que tu as parlé de ton enfance, mais est-ce que tu pourrais décrire l'enfant que tu as été ? Je pense que j'ai été trop sage. Et quelque part, ça m'a pénalisé tout le reste de mon existence. Et pourquoi ? Parce que justement, je disais à Bernard, quand tu as posé la question est-ce que tu envies, qu'est-ce que tu envies moi, j'ai dit à Bernard, moi, j'envie les gens qui ont du culot et qui sont des grandes gueules. et je pense que, après, on fait avec aussi... Mais c'était par timidité ou c'est lié à l'éducation ? Oui, je pense, c'est lié aux deux, les deux, je pense. Est-ce que tu imaginais être architecte quand tu étais enfant ? Non. Tu voulais pas du tout. Danseuse ? Oui, mais non, il y avait des quantités de choses qui me plaisaient. J'étais plutôt matheuse, donc j'avais commencé, j'avais commencé des écoles d'ingénieurs, et puis j'ai hésité, puis j'ai commencé médecine aussi, je ne savais pas bien. Et finalement, c'est la rencontre, comme souvent, chacun d'entre nous, la rencontre avec ou un enseignant ou des copains qui disent « mais viens là ». Et puis, il y a eu, je m'étais inscrite aussi en architecture, j'ai fait en parallèle les 3 voies dans la première année. Et puis, un enseignant a fait le déclic. Il était charismatique et finalement, c'est grâce à lui que j'ai choisi architecture. Et ces doutes, ces hésitations, ont-ils pu te faire souffrir ? Oui, les 3 premiers mois, bien sûr, mais... Après, on est embarqué et là, c'est fini, la souffrance, une fois qu'on a fait le choix. Qu'est-ce qui te fait douter aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me fait douter ? Le monde, ce qui se passe en ce moment. Ce qui me fait douter, c'est l'état même de notre pays aussi. Alors, j'avais prévu une question pour toi, mais tu as un peu répondu. C'était: un architecte doit-il être discret ? Alors, il peut l'être. Est-ce qu'il doit l'être ? Je pense qu'il peut davantage l'être maintenant qu'il y a 5 à 10 ans. Pourquoi ? Il me semble qu'une époque est passée où les grandes stars qui devaient faire beaucoup d'effets, beaucoup de mousse, qui devaient se faire entendre, tendent à un peu s'effacer. Alors, avec la question environnementale, qui est effectivement, on peut en dire beaucoup de choses, beaucoup de critiques, mais quelque part, ça recale un peu le débat aussi sur la question d'une architecture qui s'adapte à un lieu, à un territoire, sur la question du local, et qui donne un peu plus peut-être d'humilité aux choses. Question idiote. Est-ce qu'un architecte doit être un personnage ? Est-ce qu'il doit jouer un rôle ? Et si je le transpose à ta personne, est-ce que tu cherches à incarner ton architecture ou à travers qui tu es ? Est-ce que c'est une question qui se pose ? Oui. Non, je ne me la pose pas. Je me dis qu'il faut faire avec ce qu'on est. Au début, je me disais, je sais qu'il ne faudrait pas être comme ça, mais je sais qu'il ne faudrait pas être... peut-être que déjà j'ai dit... Peut-être qu'il aurait fallu venir s'installer ici, peut-être qu'il aurait fallu être plus près du pouvoir, peut-être qu'il aurait fallu être manifester plus intervenir de manière un peu plus flamboyante. Mais bon, c'est peut-être plus long pour y arriver, mais finalement, on reste comme on est. Je pense que c'est très difficile. Mais malgré tout, le propos ici, c'est de mettre en avant l'architecte plus que l'architecture. Est-ce que par moment, tu sens que tu es plus en retrait par rapport à ton architecture ou tu aimerais être plus en avant ? Est-ce que ce serait plus utile d'être plus en avant en tant que personne ? Non, parce qu'à un moment donné, ce qui reste finalement, c'est... Je parlais du Palais Garnier et il n'était pas invité à son inauguration et pourtant ce qui reste, c'est le Palais Garnier.
est-ce que tu estimes être un auteur? Alors, pas totalement, parce qu'à chaque projet, c'est une réponse très différente. Je ne pense pas avoir une écriture très repérable. Je suis extrêmement dépendante du contexte. Et donc, c'est le contexte qui est pratiquement l'auteur. Quelle est la place du plaisir en architecture? Il me semble qu'elle est évidente. Je pense qu'on est des architectes, en tous les cas, je pense pour nous trois qui sommes là, qui avons choisi les projets que nous faisons. On n'est pas là pour faire des projets qui alimentent l'agence. On choisit les projets qui nous font plaisir, des sujets qui nous font plaisir. Est-ce qu'il y a des moments dans le processus, parce que le processus est assez long entre le dessin, la conception ou même la recherche de la commande, il y a peut-être un plaisir dans la recherche. Où trouves-tu le plaisir dans ton métier? Moi, je le trouve vraiment partout. Au départ, étant donné qu'on choisit des sujets qui nous portent, moi, je peux choisir un tout petit projet, tout petit sujet, mais s'il est dans un lieu qui m'éblouit, extraordinaire, ou un projet dont le programme m'intéresse, forcément, on ne peut prendre que du plaisir dès le départ. Et puis après, c'est la rencontre des utilisateurs. Toutes les étapes sont finalement un moment de plaisir, je pense. Est-ce que tu ferais une distinction entre le plaisir et la satisfaction? Oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait te satisfaire dans ton existence, dans ton métier d'architecte, Ce qui me satisfait le plus, c'est finalement lorsque les utilisateurs, et j'en suis très heureuse de ça, deviennent des amis ou même me demandent d'être témoin de leur mariage, d'être là à leurs grandes fêtes, à leurs anniversaires, etc. Ça veut dire quelque chose. Pour moi, on est là pour que les gens soient heureux. Tu évoquais d'autres thèmes, donc tu parlais de la danse. Tu m'as évoqué tout à l'heure le thème du parfum. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet? Avec Christine, récemment, on est allé rencontrer un grand nez, un parfumeur qui a été élu 2 fois nez de l'année, cette année encore, et qui est quelque chose. L'univers olfactif fait partie de notre univers. Quand je parlais de la lumière, effectivement, le rapport aux odeurs est quelque chose qui renvoie à notre imaginaire, à notre histoire. On a tous des odeurs en tête. Et comment les restituer? Et je crois, Zumthor en parle dans son architecture, l'odeur compte beaucoup. L'atmosphère liée à l'odeur du matériau, l'odeur... Le travail sur, même par rapport au jardin, aux essences, j'y crois beaucoup. Et tu arrives à poursuivre ce travail? Oui. Par exemple, je fais un projet en ce moment, c'est les anciens entrepôts, les anciennes usines, là où ils ont créé le pastis Ricard. Et c'est là où ils l'ont à Marseille, ils ont trouvé le composant, l'assemblage. Et puis évidemment, ça a été une telle réussite qu'ils sont partis de ces lieux de fabrication et ils sont fermés depuis une 30aine d'années, peut-être même plus. Et quand on est rentré là, alors c'était tout poussiéreux avec les toiles d'araignée, enfin c'était vraiment un truc, ça craquait de tous les côtés. Mais c'est curieux, ça sentait encore l'anis. Tout était imbibé de cette odeur-là. Je me suis dit, c'est ça ce qu'il faut garder. Et donc on travaille justement, j'ai demandé à ce parfumeur de travailler à comment restituer définitivement cette odeur. Alors malheureusement, il faut qu'on finisse. Tu as débuté par le Maroc. Est-ce que tu retournes au Maroc? Oui. Et qu'est-ce que tu ressens en y retournant? J'y retourne régulièrement. Je suis invitée à beaucoup de conférences par les Marocains. Et puis j'enseigne un peu là-bas. Et j'ai essayé de faire quelques concours. C'est pas facile là-bas. On en a gagné, mais ils n'ont jamais été réalisés. Bon, écoute, j'espère que ça va marcher. Merci. Merci à vous.